Bonsoir à toutes et à tous, et puis merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de Positive Future dans lequel nous avons le grand plaisir d'accueillir Dominique Médac de l'avenir du travail. Avant de la présenter un petit peu d'en venir à sa présentation, quelques mots sur notre initiative Positive Future que peut-être certains d'entre vous connaissez, mais pas tous. Elle a été lancée il y a 2 ans maintenant. C'est une initiative qui a plusieurs volets, mais dont l'objectif général est de mieux faire connaître les travaux de prospective existants et de permettre de penser un futur meilleur, loin des scénarios un peu dystopiques qu'on peut voir partout. Donc, notre idée, c'était vraiment de donner les ressources pour penser un futur désirable, loin des pires scénarios catastrophes qu'on peut souvent voir. L'an dernier, nous avons surtout travaillé la question de la ville. La ville en 2100, on s'est donné un horizon assez lointain pour pouvoir penser le changement. Et en plus de proposer des webinaires sur ce thème et une série de ressources sur le site de Positive Future, qui est positive-future.org, nous avons aussi lancé un concours dans lequel les gens, n'importe qui, pouvaient proposer des œuvres d'art, que ce soit des nouvelles, des vidéos, des BD, pour proposer leur vision d'un futur positif à travers un récit. Cette année, nous avons souhaité travailler d'autres sujets aussi que la ville, et notamment celui du travail. Et donc, ce soir, ce webinaire est le premier d'une série de nouveaux webinaires pour cette année. Il sera suivi d'ailleurs dans un mois d'un autre qui parlera plus spécifiquement de l'automatisation, l'intelligence artificielle en lien avec le travail. Et donc ce soir, cette séance inaugurale va permettre d'avoir un tableau assez général du futur du travail en réfléchissant aussi à son histoire avec Dominique Méda. Dominique Méda, qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter en quelques mots très rapides. Elle est professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, l'IRISO. Elle est ancienne élève de l'ENS et de l'ENA et agrégée de philosophie, mais aussi habilitée à diriger des recherches en sociologie. Et chose intéressante et profil, je dirais, un petit peu atypique, elle est également inspectrice générale des affaires sociales. Donc, je dirais, c'est d'autant plus de quoi elle parle. Ces thèmes de recherche concernent les politiques sociales et de l'emploi, ainsi que les questions relatives à la transition écologique plus généralement. Et je ne vais pas citer tous ces ouvrages, mais récemment mentionner l'ouvrage récent qu'elle a publié avec Isabelle Ferraras et Julie Batilana, Le manifeste travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer, dont je suppose que certaines conclusions se retrouveront dans ce que vous allez nous proposer ce soir. Dominique, merci infiniment d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Et donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Alors moi, je ne suis pas une prospectiviste, hein, ni une spécialiste de la prospective, même si, comme je vous le rappelais, en compagnie de Christine Afria et d'autres rapporteurs, nous avions en 1995 contribué, été rapporteurs du rapport dit Boissonnat, le travail dans 20 ans. Donc, on avait essayé d'imaginer ce que serait le travail 20 ans plus tard. Ça serait intéressant d'ailleurs de faire une comparaison point à point de ce que nous avions prévu et de ce qui s'est, réellement passé, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Alors voilà le plan que je vous propose. Vous allez voir que je vais beaucoup parler du passé pour parler du futur. Donc je, poserai quelques jalons pour une histoire longue du travail. Je vous rappellerai les attentes que nous avons placées sur le travail. Je vous montrerai comment elles se fracassent sur la réalité de l'emploi et du travail aujourd'hui. Je ferai un focus, en espérant ne pas déflorer ce qui vous sera présenté le mois prochain sur les effets du numérique sur le travail et la relation de travail. Je m'arrêterai aussi sur la crise sanitaire et je montrerai comment les évolutions ont accéléré avant de vous parler des scénarios que l'on pourrait envisager pour l'avenir du travail. Alors, quelques jalons pour une histoire longue du travail. J'ai sous-titré cette première partie du tripalium. Donc, le tripalium, c'est le terme
en général que l'on considère être l'ancêtre de notre terme de travail, et on ne sait pas très bien ce que c'était. Certains disent que c'était un instrument de torture, d'autres disent que c'était simplement un petit siège permettant de tenir les animaux pour les ferrer. Mais quoi qu'il en soit, on est bien passé, c'est ce que j'essaierai de vous montrer, du tripalium au travail épanouissement et en quelque sorte à une nouvelle norme de l'épanouissement au travail. Donc la question que je me pose depuis assez longtemps, hein, en fait, je me la posais déjà au moment où nous écrivions ce rapport sur le futur du travail, c'est la question de savoir si la notion de travail a toujours existé et si elle a toujours eu le même sens. Vous savez qu'un certain nombre de personnes nous disent que bah, le travail, c'est une notion éternelle. Les humains ont été condamnés à travailler et voilà, le travail finalement présente les mêmes caractéristiques à travers les âges. Et il me semble, moi, qu'on peut affirmer le contraire, c'est-à-dire que le travail n'a pas toujours eu le même sens, n'a pas toujours été perçu et vécu de la même manière. Et au contraire, j'essaye de soutenir, j'ai essayé de démontrer le caractère historique de notre concept ou de notre catégorie, de travail ou au moins de sa perception et ma thèse, c'est que, l'idée, de travail avec laquelle nous vivons aujourd'hui, elle est constituée de différentes couches de signification qui ont été déposées au cours des siècles, qui n'ont pas été retraitées, hein. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on en découvrait une nouvelle, on n'effaçait pas la précédente. Elles se sont sédimentées en quelque sorte et on se trouve donc avec notre catégorie de travail devant une espèce de monstre, une espèce de millefeuille constitué de nombreuses significations. Alors, pour aller, un peu vite, hein, et vous me pardonnerez, il me semble qu'on peut affirmer qu'avant le XVIIIe siècle, dans les sociétés occidentales, il y avait une absence de notre concept moderne de travail. Je reprends, les travaux très importants de Vernon, qui écrit notamment en 1965, Mythes et pensées chez les Grecs et puis toute une série de travaux historiques, dans lequel Vernon va faire une opposition terme à terme entre ce qu'était le travail et la vision du monde, chez les Grecs et la vision du monde et le travail, je dirais, dans le monde moderne et après Smith et Marx. Donc ce que nous dit Vernon, c'est que de façon générale, l'homme n'a pas le sentiment de transformer la nature, mais plutôt de se conformer à elle, que, l'homme n'a pas non plus le sentiment de créer une valeur sociale, que par exemple socialement l'artisan n'est pas un producteur et que ce qui importe, hein, c'est le rapport de dépendance avec l'usager, le rapport de service, ce qui explique que l'artisan non seulement ne crée pas de valeur sociale, mais il n'a même pas le bonheur d'être considéré comme un citoyen, hein. Aristote nous dira que l'artisan ne peut pas être un citoyen précisément parce qu'il est dans un rapport de service, de servitude avec les autres et que, de ce fait, il n'a pas la liberté pour délibérer librement. Donc, de façon assez radicale, Vernon nous dit: «On trouve en Grèce des métiers, des activités, des tâches, on chercherait en vain le travail». Alors, cela est confirmé par les recherches des, anthropologues et j'avais été très fascinée, par cet article qui avait été écrit en 1992. Vous voyez, je vous l'ai mis dans sa version toute brute. Il y avait eu un colloque absolument remarquable, un colloque interdisciplinaire, travail justement, vous voyez, recherche et prospective, en 1992, il y avait un groupe qui avait travaillé sur le concept de travail. Et Marie-Noëlle Chamou avait proposé cet article «Société avec et sans concept de travail, remarque anthropologique». Que nous disait-elle? Elle nous disait que le travail était une notion ethnocentrique, que la notion générale de travail n'était pas universelle, quantité de sociétés semblant ne pas en avoir eu besoin et que dès lors, cette notion générale, elle avait tendance à nous apparaître sous les figures négatives de l'absence, de l'éclatement ou du décalage de son contenu en référence à celui que nous le donnons. Alors, je vous renvoie à cet article qui a été publié en 1994 dans un numéro spécial de la revue Sociologie du travail, dans lequel elle présente de nombreux
de nombreux exemples et je viens à la conclusion de cet article qui est ici, hein. L'approche anthropologique ne permet pas d'esquiver une interrogation lourde de conséquences théoriques et pratiques. Peut-on dire que le travail existe quand il n'est ni pensé ni vécu comme tel? Voilà une question tout à fait importante. Donc, ma thèse, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle environ, et donc jusqu'au développement du capitalisme occidental, on n'a pas parlé de travail, au moins avec le sens actuel, mais qu'en revanche, le XVIIIe siècle est celui où on va pouvoir utiliser l'article défini, dire le travail, et où le travail va trouver son unité. Évidemment, cela est représenté au mieux dans le grand livre d'Adam Smith, Les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Adam Smith consacre les premiers chapitres de son ouvrage à définir le travail. Il admire profondément la puissance productive du travail et au lieu de partir de la diversité des activités de travail pour essayer d'en tirer un concept, eh bien, il va directement inventer une notion très abstraite de travail et il va dire que le travail, c'est tout ce qui crée de la richesse. Vous voyez, c'est extrêmement abstrait, hein, et en plus, cette unicité du concept de travail, elle se paye en quelque sorte par l'abstraction du concept et par le caractère instrumental du travail, hein. Le travail, c'est uniquement ce qui crée de la richesse. Ça veut dire que ce qui nous importe, c'est pas le travail, c'est la richesse. C'est le travail est le moyen en vue d'une autre fin. Bon, bah, le travail, il donne sa valeur aux choses, nous dit Smith, hein, c'est pour ça qu'on va parler de valeur travail. Mais chez Smith et Marx se moquera beaucoup d'Adam Smith pour cela, le travail reste conçu comme une peine, un sacrifice, une désutilité et c'est la question, la conception encore actuelle du travail que nous avons, hein, aujourd'hui. Le travail est une désutilité. Hem, alors, sur cette première couche de signification où le travail est un abstrait instrumental, le début du 19e siècle va apporter une 2e couche de signification, c'est-à-dire il va y avoir véritablement une révolution dans la catégorie et le travail à cette époque, au début du 19e siècle, apparaît comme l'essence de l'homme, va être défini comme l'essence de l'homme. Une véritable révolution, donc le travail apparaît comme une liberté créatrice. Évidemment, ce sont Hegel et Marx qui démontrent cela au mieux. Pour Marx, le travail est l'activité vraiment humaine, mais sans doute vous souvenez-vous que pour Marx, s'il est en soi l'activité vraiment humaine, ce qui vraiment nous rend humains, le travail réel, celui qu'il a devant les yeux, est aliéné et donc il doit être libéré pour devenir ce qu'il est en soi, c'est-à-dire le premier besoin vital. Et donc pour Marx, le travail ne sera libéré que quand le lien salarial et le capitalisme seront supprimés. À ce moment-là, nous pourrons, lorsque nous travaillons, donner aux autres une image de ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire le travail pourra vraiment devenir l'activité vraiment humaine, comme nous le montre cette phrase absolument magnifique des manuscrits parisiens de 1844, hein, dans laquelle Marx nous dit que si nous produisions comme des êtres humains et non pas comme des animaux, alors dans ma production, je réaliserai mon individualité, ma particularité et je vous envoie à la fin de cette magnifique phrase, hein, nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. Donc là, futur du travail, c'est vraiment une activité qui est une œuvre et dans cette œuvre, eh bien, je peux vous montrer exactement qui je suis. Cette œuvre reflète en totalité ma singularité. Une troisième couche de signification va s'ajouter à la fin du 19e siècle sur les deux premières, sans aucune, donc, comme je vous le disais, j'essaye de me débarrasser d'une petite bande qui est là. Peut-être que si je vais à la discussion, je vais y arriver. Non, j'y arrive pas. Attendez. Information, non, 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 non. Bon, je n'arrive pas à me débarrasser d'une petite bande qui me gêne. Je ne sais pas quoi en faire. Elle ne veut pas s'en aller.
OK. Alors la fin du 19e siècle va ajouter une troisième signification, hein. Le travail va devenir le pivot à mesure que va s'étendre, la société salariale, le travail va devenir le pivot de la distribution des revenus, des droits et des protections. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me semble extrêmement important. C'est qu'au lieu d'abolir le lien salarial, ce qui au normalement aurait ouvert à la pleine, réalisation, de ce qu'espérait Marx, eh bien, cette deuxième moitié du 19e siècle, elle a au contraire installé sur le lien salarial l'ensemble du droit du travail, de la protection sociale et du pouvoir de consommation. Et donc, elle a considérablement alourdi le lien salarial et elle a empêché évidemment sa disparition. Et c'est la raison, pour laquelle, avec la société salariale, on entre dans une toute autre, époque. C'est-à-dire qu'on va conserver cette idée que le travail est la valeur centrale, mais sans plus y mettre les moyens que Marx y avait proposés. Donc, notre concept actuel de travail, il est constitué au moins de ces trois couches de signification qui sont, je disais, sédimentées au cours des siècles, hein. C'est en même temps, aujourd'hui, un facteur de production, donc un moyen en vue d'autre chose. Et ça, les économistes, ils continuent à penser tout à fait cela, hein. C'est l'essence de l'homme, l'homme avec un grand H, hein, c'est-à-dire le moyen qui est donné aux humains d'exprimer leur singularité et leur humanité, et c'est en même temps le système de distribution des revenus, des droits, des places et des protections caractéristiques de la société salariale. Mais évidemment, comme vous le voyez, et je ne vais pas m'y appesantir, ces trois dimensions, elles sont complètement contradictoires entre elles, notamment ici, si le travail n'est qu'un moyen en vue d'autre chose, il faut essayer le plus possible de le réduire, de réduire sa place en quelque sorte, puisque c'est la richesse qui nous intéresse, c'est la production qui nous intéresse. Alors que si c'est l'activité de travail qui nous intéresse, alors il faut lui donner beaucoup plus de place et s'intéresser beaucoup plus qu'à la création du travail, qu'au produit. Il faut s'intéresser à l'activité elle-même. Donc ces 3 dimensions sont, contradictoires entre elles et elles sont le support des interprétations diversifiées du travail. C'est pour ça qu'on se dispute aujourd'hui, sur ce qu'est exactement le travail. Et puis pour finir cette première partie, je voudrais rappeler qu'on est quand même globalement passé, d'un bout à l'autre du XXe siècle, d'une éthique du devoir à une éthique de l'épanouissement. Certes, il y a toujours, l'idée que le travail, c'est un devoir. D'ailleurs, notre président nous l'a rappelé il y a quelques jours lors de sa conférence de presse, hein. Mais nous sommes quand même globalement plutôt passés à une éthique de l'épanouissement, et je crois qu'on peut dire qu'à la fin du XXe siècle, dans les sociétés occidentales, le travail est vraiment devenu premier besoin vital et que la norme du travail épanouissement s'est répandue. Un sociologue allemand très intéressant, Stefan Vosswinkel, nous dit même qu'aujourd'hui, le travail est devenu l'une des principales arènes que les individus utilisent pour se mettre en scène, pour exhiber leurs prouesses et pour susciter l'admiration, hein. Le travail serait devenu la principale activité à travers laquelle je peux susciter l'admiration des autres. Et voilà le livre dans lequel j'avais essayé de raconter ça, pardon pour la page de publicité. Alors, c'est cette histoire longue, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il de notre rapport au travail aujourd'hui? Eh bien, dans ce livre, nous avons raconté avec ma collègue Patricia Vendramin une grande enquête que nous avons faite en Europe avec 6 pays européens sur le rapport au travail des Européens. Nous avons essayé de cerner à travers l'exploitation d'enquêtes internationales, mais aussi d'enquêtes que nous avons réalisées nous-mêmes dans chacun des pays. Nous avons essayé de cerner le rapport des Européens au travail. Là, par exemple, je vous montre une des questions de l'European Value Study, l'enquête européenne sur les valeurs, qui comprend plusieurs vagues. Ça, c'était la vague 1999, dans laquelle on demandait aux personnes si le travail était pour elles important. Et vous voyez qu'en bleu foncé, donc c'est classé selon les pays. En bleu foncé, ce sont ceux qui répondent que le travail est très important et plus ça s'éclaircit, moins le travail est important. Alors vous voyez que eh bien, la grande majorité des Européens considèrent que le travail est très important, mais il y a quand même de fortes différences entre eux, puisque au Danemark et en Grande-Bretagne, vous voyez, il y a seulement 40% des personnes qui déclarent que le travail est très important, alors que de l'autre côté, la Pologne, Malte, la Roumanie, la Lettonie et curieusement la France,
c'est ça qui nous avait étonné quand on a commencé à exploiter ces enquêtes, sont plutôt autour de 70 à 80% des personnes qui déclarent que le travail est très important. Donc, de fortes différences, d'abord de fortes différences entre les différents pays, mais aussi une place assez curieuse de la France, qui est très proche de pays qui ne le ressemblent pas du tout. Cette spécificité française, on la retrouve en 2008, alors avec d'autres pays, hein, vous voyez là, c'est Chypre, Malte, la Grèce et le Luxembourg, et on la retrouve encore en 2017, même si on a un peu reculé, hein, vous voyez, on est ici, et on est cette fois-ci avec la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne et l'Italie. Alors évidemment, on s'est demandé avec mes collègues ce que pouvait bien signifier cette place de la France avec des pays qui ne le ressemblent pas du tout. Donc bien sûr, on a tout de suite imaginé qu'il y avait peut-être une corrélation avec la richesse d'un pays, ou du moins, je ne vais pas dire la richesse, après avoir beaucoup critiqué l'assimilation du PIB et de la richesse, mais y avait-il un lien entre cette position et le produit intérieur brut? Non, selon nous, il n'y en avait pas. En revanche, on a trouvé une forte corrélation avec le taux de chômage, mais je reviendrai sur les explications. Là, je vous montre quand même une certaine spécificité française, hein. Ça, c'est sur la vague 2008. La France est en rouge, l'Allemagne en gris foncé et la Grande-Bretagne en gris clair. Vous voyez que quel que soit le statut d'emploi, que l'on travaille à temps plein, à temps partiel, que l'on soit indépendant, au chômage, retraité, étudiant ou au foyer, les Français sont toujours très nombreux à dire que le travail est très important. Alors, autant il n'y a pas de différence pour les gens qui travaillent à temps plein, autant la différence est majeure sur les personnes qui travaillent à temps partiel, celles qui sont au chômage. Pour les retraités, regardez, 18% en Grande-Bretagne, 74% en France, et aussi pour les personnes au foyer. Donc, une spécificité française qui nous a semblé important de mettre en relation, à la fois du point de vue micro et macro, avec la question du chômage. Là, je vous mets la réponse à une question ouverte d'une enquête que nous avions menée, qui avait été menée par Baudelot et Golac, la DARES, l'INSEE et l'École normale supérieure. La question ouverte de cette enquête menée par l'INSEE donc, était intitulée de la manière suivante: pour vous, qu'est-ce qui est important pour être heureux? Et on ne disait pas aux gens qu'il s'agissait d'une enquête sur le travail. Et vous voyez, on voit tout de suite ici, quand on regarde la moyenne des personnes interrogées, eh bien, le tiercé, c'est un tiercé bien connu, hein. Les gens répondent que le plus important pour eux, c'est la santé, ensuite la famille et ensuite le travail. Mais lorsque vous regardez la position des chômeurs, les chômeurs ont une position totalement différente puisqu'ils mettent le travail en premier, puis la santé, puis la famille. Donc le chômage, que ce soit d'un point de vue microéconomique, mais aussi macroéconomique, parce que quand on a essayé de faire des corrélations dans les pays entre justement taux de chômage du pays et importance accordée au travail, ça a tout à fait fonctionné. Donc, le taux de chômage explique une partie de l'importance accordée au travail. Autrement dit, plus le taux de chômage est important dans un pays, plus l'importance accordée au travail est forte. Et puis, il y a une deuxième explication, c'est l'intérêt intrinsèque du travail, c'est-à-dire l'importance accordée par les individus vraiment à l'activité de travail. À la fois l'activité de travail, le contenu du travail, l'intérêt du travail, les relations sociales que l'on trouve au travail. Et vous voyez que là encore, la France est dans les premières et parmi les premiers, hein, puisque 68%, vous voyez, des personnes déclarent très important l'intérêt intrinsèque du travail. Donc, si je résume ce deuxième point, je dirais que le travail est très important, que les dimensions expressives du travail sont très développées, c'est-à-dire les personnes souhaitent se réaliser, exprimer leur personnalité dans leur travail, trouver de l'intérêt à leur travail, mais les dimensions instrumentales persistent, elles n'ont pas été effacées. Donc, je reviens toujours à mes trois dimensions du travail, hein. Oui, le travail, c'est à la fois un moyen de gagner un revenu, mais aussi un moyen de s'exprimer.
Les attentes des Français sont parmi les plus intenses. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai pas fait de focus parce que je peux pas tout vous raconter, mais on avait fait cette enquête pour mettre à l'épreuve l'idée que les jeunes n'aimaient plus le travail. Et je pense qu'aujourd'hui où cette idée réapparaît, je pense qu'elle continue à être fausse, hein. Simplement, les attentes des jeunes sont plus intenses dans toutes les dimensions que celles des autres tranches d'âge. C'est-à-dire que les jeunes, ils veulent à la fois bien gagner leur vie, trouver de l'intérêt dans leur travail, avoir une ambiance de travail sympa. Et on constate également un rapprochement des modèles de genre et quelque chose qui, depuis une vingtaine d'années, n'a fait que croître et embellir, c'est-à-dire un souci que le travail, à la fois soit intéressant, soit bien payé, mais soit aussi bien intégré dans la vie, c'est-à-dire un souci d'équilibre entre la vie professionnelle et les autres dimensions de la vie. Alors, est-ce que ces attentes sont satisfaites ou pas? Des attentes qui sont encore tout à fait identiques aujourd'hui. Je vous ai montré la dernière la dernière vague de l'EVS. Bon, simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'est pas impossible que la crise sanitaire, j'y viendrai tout à l'heure, ait bouleversé un certain nombre de ces attentes, et donc aujourd'hui, elles soient un peu différentes. Mais quoi qu'il en soit, ces attentes, elles se heurtent, hein, à la réalité des conditions d'exercice du travail et de l'emploi, puisqu'il y a eu, vous le savez, un double changement en œuvre pendant ce temps, pendant le temps que je vous montrais dans ces enquêtes européennes Value Study, donc depuis la fin des années 80, hein. Il y a eu d'abord le développement de nouvelles formes d'organisation du travail, vous le savez, avec un appel à l'engagement de la subjectivité, à l'implication, l'initiative, la responsabilité. C'est-à-dire que, en gros, on a dit aux salariés, si vous vous impliquez, vous deviendrez plus autonome, nous vous donnerons plus d'autonomie. Mais parallèlement, on a mis en place une sorte d'instrumentation, de cadrage de l'activité qui prend de plus en plus la forme aujourd'hui de la surveillance par le numérique, hein, avec du reporting, des indicateurs, de la mesure de la performance, du contrôle et de la surveillance. Et donc, la promesse d'autonomie n'a pas été tenue, puisque ce qui s'est mis en place, c'est plutôt une autonomie contrôlée. Alors, qu'est-ce que ça nous a donné tout ça? Une double crise, hein. D'abord, une crise de l'emploi, je ne vais pas m'y arrêter parce que vous la connaissez parfaitement. Et je crois que même si notre taux de chômage ces derniers mois a connu une inflexion importante, je demande à voir si ça va tenir, hein. Je crois que vraiment on ne peut pas tellement raisonner sur les chiffres 2020 et 2021. Donc il n'en reste pas moins que depuis une vingtaine d'années, on a un taux de chômage français en augmentation constante. Je prends les chiffres de 2019 parce que je vous dis ceux de 2020-2021, je crois qu'il faut s'en méfier. Il y avait encore 6,5 millions d'inscrits à Pôle emploi en 2019 avec 3,3 millions qui n'avaient aucune activité et surtout un nombre de personnes au chômage de longue durée qui ne cesse de croître, hein. Aujourd'hui, on a dépassé les 50% de demandeurs d'emploi qui sont au chômage depuis plus d'un an, une explosion des contrats courts, même si le stock reste en CDI et si 90% de l'emploi est salarié. Mais à côté de la crise de l'emploi, s'est développée une véritable crise du travail, un véritable malaise au travail qui est parfaitement illustré par deux grandes enquêtes, hein, l'enquête de la Fondation de Dublin sur les conditions de travail, une enquête européenne, et l'enquête française sur les conditions de travail. Je vous montre rapidement, je ne vous commande pas tous les chiffres, mais si vous pouvez les regarder rapidement, parce que j'ai mis chaque fois les bons élèves, hein. Vous voyez que 27% des salariés français sont stressés dans leur travail, contre 10% aux Pays-Bas, 12% au Danemark, 15% en Finlande, que 54% déclarent souffrir d'une fatigue générale, 59% qui déclarent travailler à des rythmes très élevés pendant au moins un quart du temps, 51% seulement qui indiquent qu'ils sont consultés en cas de réorganisation de leur travail, 31% seulement qui déclarent pouvoir influencer les décisions importantes pour leur travail, et finalement 21% seulement qui se déclarent très satisfaits de leurs conditions de travail. Les conséquences de tout ça pour certains salariés, c'est une perte de sens du travail. On est en plein là-dedans aujourd'hui, hein, une perte de sens du travail, le sentiment de ne pas pouvoir faire un travail de qualité, une absence de reconnaissance, des salariés qui déclarent qu'ils ne se sentent pas capables de faire le même travail jusqu'à 60 ans, ce qui pose un problème évidemment si on veut repousser l'âge de la retraite, et une dégradation des conditions de travail particulièrement forte dans la fonction publique et dans la fonction publique hospitalière. Là, je vous montre
un graphique issu de l'enquête conditions de travail française, qui montre quand même l'ampleur du problème. Vous voyez, on demande aux gens: «Est-ce que ça vous arrive toujours ou souvent de devoir faire une opération qui demanderait davantage de soins?» Eh bien, nous avons, l'ensemble qui répond, enfin, vous voyez, 27,8 qui le disent, contre, regardez, par exemple, la fonction publique hospitalière, 39. C'est énorme et donc on voyait dans cette enquête conditions de travail, hein, on voyait, se déployer le malaise au travail de la fonction publique hospitalière qui est extrêmement fort, aujourd'hui. Ne pas ressentir la fierté du travail bien fait, 32 pour l'ensemble, 37 pour la fonction publique d'État, 36 pour la fonction publique, hospitalière. Dans les enquêtes conditions de travail, la moitié des salariés associent travail et mal-être. On constate une montée des normes et des standards et un recul de l'autonomie, notamment, pour les femmes qui continuent à avoir moins de latitude pour organiser leur travail que les hommes. Hem, alors, on s'est demandé s'il y avait un lien avec les formes d'organisation du travail, hein, s'il fallait pas mettre, la situation française en relation avec la prédominance de modèles d'organisation du travail finalement, simples, tayloriens, en lean production, où précisément les salariés sont confrontés à des situations d'autonomie restreinte et contrôlée, versus les organisations apprenantes dont vous savez qu'elles sont plus développées dans les pays, nordiques. C'est ce qu'un certain nombre de travaux, montrent. Vous voyez ici la position de la France, toujours un peu intermédiaire, entre, des pays dans lesquels, 60 60 ou 70 des personnes sont, dans des organisations apprenantes versus 40 en France, 20-30 en Espagne, au Royaume-Uni ou en Irlande. Les chercheurs Galiezou en 2013 avaient mis en évidence, la répartition des différents types d'organisation du travail en Europe, hein. Ils avaient rappelé finalement, ils avaient classé les travailleurs dans différentes cases, notamment entre les organisations du travail faiblement participantes, c'est-à-dire celles où on demande peu de participation des salariés, où ils n'ont pas la main sur leur travail et sur les décisions de l'entreprise, autrement dit. Donc il y avait 38 qui connaissaient des organisations du travail faiblement participantes, 27 fortement participantes et 35 des organisations, intermédiaires. Et le critère qui permettait de classer ces organisations du travail, c'était la capacité de celles-ci à permettre la participation des salariés à la prise de décision dans leur travail au quotidien ou bien même, hein, leur capacité à influencer l'ensemble des questions, affectant leur travail. Et ce qu'ils avaient montré, c'est que, ces, organisations fortement, participantes, d'abord, elles étaient corrélées avec plus de bien-être, un moindre absentéisme, une plus grande qualité du travail et surtout, quand on cherchait la variable essentielle qui permettait de comprendre où se trouvaient et avec quoi étaient corrélées, ces, organisations fortement participantes, eh bien, avec une seule variable qui sortait, c'était la force des syndicats et ça, évidemment, c'est extrêmement, intéressant pour notre, réflexion. Je passe à mon quatrième point, les effets du numérique sur le travail et la relation de travail, parce que comme vous le savez, le numérique s'est profondément développé et contribue à profondément changer notre rapport au travail, hein. Alors bien sûr, la présence du numérique dans le travail, elle n'est pas nouvelle. On a connu une période d'automatisation des processus industriels, on a connu les logiciels de gestion, il y a eu l'arrivée de l'informatique personnelle et d'Internet. Quelles sont les conséquences de tout cela et de la diffusion plus récente de l'intelligence artificielle sur le travail? On a plusieurs enquêtes qui nous en parlent, la fameuse enquête conditions de travail dont je vous ai déjà parlé, l'enquête de l'ANACT ou encore l'enquête changement organisationnel et informatisation. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est qu'en l'absence de régulation, l'usage d'outils numériques peut contribuer à la détérioration des conditions de travail. Ça, c'est ce que nous dit l'ANACT. D'autant plus que ce numérique, il a favorisé l'émergence d'une culture de l'urgence et de l'immédiateté. Et le problème, c'est que cette diffusion du numérique, lorsqu'elle n'est pas régulée, elle va se traduire par une réduction des marges de manœuvre et des capacités d'apprentissage, d'initiative et de reconnaissance pour l'individu. Et donc, on va avoir une diffusion du numérique qui va démultiplier les atteintes à la santé des travailleurs. Je passe maintenant à un travail récent, enfin récent. Depuis quelques années, nous travaillons avec mes collègues de Dauphine, des juristes et des sociologues, sur l'ubérisation. Et évidemment, c'est un des lieux
où à la fois le numérique a été le plus utilisé, je dirais presque le plus mal utilisé, et c'est l'un des lieux qui doit nous faire réfléchir sur le futur du travail, hein. Qu'est-ce que c'est que l'ubérisation? Ça consiste à transformer, nous disait le Robert, transformer un secteur d'activité avec un modèle économique innovant tirant parti du numérique. Cette ubérisation, elle prolonge plusieurs tendances à l'œuvre dans les systèmes productifs depuis une vingtaine d'années, hein. Un processus d'externalisation, un processus d'automatisation et de digitalisation, et un processus de déploiement des alternatives au salariat avec l'auto-entrepreneuriat, le freelance, etc. Et si on parle d'ubérisation, on doit aussi parler de plateformisation du travail, puisqu'on voit depuis une dizaine d'années se développer un nouveau type d'entreprise, celles qui mettent directement en relation des offreurs et des demandeurs de services, y compris pour des services jusque-là assurés par des professions réglementées, hein, ou régulées, par le biais d'applications. On a produit en 2020 ce petit bouquin sur les nouveaux travailleurs des applis pour rendre compte des premiers résultats de nos recherches. Alors, on parle souvent, vous verrez maintenant cette expression de tâcheron du clic, hein. Est-ce que le futur du travail, ça sera un monde constitué de tâcherons du clic? On parle aussi de tâcheronisation du travail. Pourquoi dit-on cela? Ben, le tâcheron, c'est la plateforme, hein. Le tâcheron, aujourd'hui, c'est la plateforme. Au 19e, le tâcheron, c'était celui qui prenait la marchandise. Et il distribuait le travail à des ouvriers qui étaient payés à la pièce ou à des travailleurs à domicile. Donc le tâcheron, c'était l'intermédiaire et évidemment, il cherchait à payer le moins possible les ouvriers, ce qui a abouti au sweating system, au système qui fait transpirer, ce que Marx a dénoncé très, très vite, hein, lorsqu'il nous dit que le paiement à la pièce facilite l'intrusion de parasites entre le capitaliste et le travailleur salarié en donnant lieu à une sous-location du travail. En Angleterre, nous dit Marx, ce système est appelé de façon caractéristique sweating system. Ce tâcheronat, précisément pour cette raison, il a été déclaré illégal. On l'a interdit en réglementant le travail à domicile. Et finalement, pour régler le problème, on a fini par assimiler les travailleurs à domicile aux salariés. Aujourd'hui, on assiste donc à un très fort retour du travail à domicile, et un retour au tâcheronat, finalement, de la proto-industrialisation, hein, avec une mise en concurrence de tous les travailleurs. Et donc aujourd'hui, l'entreprise, c'est le tâcheron. Je m'arrête un instant sur les VTC. Vous savez qu'il y a actuellement le procès de Deliveroo. Nous avons beaucoup travaillé avec les corps de contrôle. En fait, on a travaillé avec les URSSAF, les inspecteurs du travail, les procureurs, sur notamment ce dossier Deliveroo et sur d'autres dossiers pour essayer de comprendre ce qui se passait réellement avec cette plateformisation et cette tâcheronisation du travail qui prend de plus en plus de place, hein, et qui atteint de plus en plus de secteurs d'activité. Alors, c'est pour ça que je reviens encore, j'espère que vous me pardonnerez un peu en arrière, pour vous montrer comment ça s'est développé quand même. Et pour vous montrer l'énorme évolution que l'on a connue. Donc en prenant l'exemple des VTC, hein. Avant 2009, le transport de particuliers était divisé entre les taxis d'une part et les chauffeurs de grandes remises d'autre part. Pourquoi on parlait de grande remise? Parce que, c'était par allusion, à l'époque où les cochers, garaient les carrosses en attendant leur maître, et donc cette activité de grande remise, qu'est-ce que c'était? C'était la mise à disposition de voitures avec chauffeur, de voitures haut de gamme, et ça, c'était possible uniquement sur commande et pour une destination, définie. Pour conduire ces voitures spéciales, donc, il y avait tout un tas de conditions à respecter. Il fallait être en possession d'un certificat d'aptitude professionnelle à la conduite de ces voitures. C'était un permis particulier. Il ne fallait pas avoir de casier judiciaire. Il fallait se soumettre à une visite médicale. Il fallait avoir suivi un stage de formation, etc., etc. On faisait, il y avait la préfecture et les services de police qui faisaient des enquêtes. En 2009-2014, on a connu une forte phase de dérégulation du transport de particuliers.
Hem, Avec la création du statut de VTC, l'arrivée de plateformes comme Uber sur le marché français, je conseille pour comprendre les objectifs d'Uber et la manière dont ces sociétés se développent, je conseille la lecture du livre du journaliste, américain qui s'appelle, Mike Isaac, super gonflé, qui, fait un portrait du créateur, d'Uber et montre comment, le créateur d'Uber a fonctionné avec, notamment, les investisseurs en capital, hein. Ce que l'on voit, c'est que l'obsession, de cette personne, c'est clairement de contourner la loi, hein. Mais alors, ce contournement de la loi, il a été facilité par un ensemble d'acteurs, hein, qui, notamment autour de la commission Attali, la fameuse commission pour la libération de la croissance, qui ont promu donc, la déréglementation d'un ensemble de professions, dont, les taxis et la grande remise, hein, dans les années, 2000. Et donc, après la commission, Attali, on a eu une loi de 2009 qui modifiait en profondeur, les, conditions d'accès et d'exercice de l'activité de grands remisiers, et c'est là qu'on a, parlé de VTC, d'exploitation, de voitures de tourisme avec, chauffeur, et le secteur a connu une très forte, dérégulation puisque les licences ont été supprimées, que les plateformes numériques ont commencé à se développer. Des manifestations ont également eu lieu, hein, manifestations des chauffeurs, sur les tarifs. Alors le plus souvent, ces travailleurs, vous le savez, ce sont des auto-entrepreneurs, donc considérés comme des indépendants. Les plateformes soutiennent que c'est un désir des travailleurs, c'est ce que, lors du procès de Deliveroo, c'est ce qui a été, indiqué par les avocats, qui venaient en défense de Deliveroo. Les travailleurs voudraient plus de flexibilité, de liberté, ils ne voudraient plus du salariat. Et évidemment, hein, ça permet aux plateformes de ne pas assurer les contraintes de l'employeur, notamment tout ce qui concerne le droit du travail et le droit de la protection sociale. Par exemple, assurer la santé et la sécurité des travailleurs, leur donner de la protection, sociale, leur assurer des congés, des indemnités chômage lorsqu'ils sont, lorsque le contrat, est rompu, et cetera, et cetera. Ils ne sont pas salariés, donc le code du travail ne s'applique pas, et surtout, les, employeurs ne payent pas de, cotisations, sociales. Vous savez que la qualification, hein, est-ce qu'on est salarié ou indépendant, cette qualification, elle est d'ordre public, c'est le juge qui tranche, et donc il y a eu de nombreux procès, de nombreuses tentatives de requalification, hein, alors que les plateformes numériques, mobilisaient 2 argumentations, hein, disant qu'elles n'étaient que des intermédiaires neutres, des entreprises technologiques de mise en relation. Donc par exemple que, Uber n'avait pas à respecter la législation sur le transport, et qu'elles n'étaient pas des employeurs puisqu'elles ne faisaient que mettre en relation des offreurs et demandeurs de services, et qu'elles ne donnaient, aucun ordre. Alors il y a eu une première anicroche en 2019 où Uber a été jugé bien être une entreprise de transport, et puis ensuite il y a eu toute une série de recours devant les prud'hommes. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les juges, requalifiaient plus volontiers qu'en France, et en France c'était plus difficile. Il y a eu en France une phase de re-régulation, molle, avec des chartes, sociales, facultatives, mais un refus du gouvernement et de la majorité, parlementaire de, considérer ces personnes comme des salariés. Et il y a eu 3 arrêts importants, je me dépêche parce que je vois que le temps passe, hein, et qu'il faut quand même que je vous parle des scénarios. 3 arrêts importants, l'arrêt de la Cour de cassation de Take It Easy en 2018 où on a considéré que les livreurs étaient des salariés. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 2019 sur Uber, où il a été jugé encore que, le chauffeur en question était, un salarié parce qu'il notamment, il n'avait jamais pu se constituer aucune clientèle propre, et la fameuse décision de la Cour de cassation du 4 mars 2020 encore sur Uber, où le juge a considéré que le statut de travailleur indépendant était fictif au regard de l'organisation du travail. Il y a eu le rapport Frouin également, bon, qui n'a pas fait, voilà, qui n'a pas fait, avancer, sur la question de la qualification. Et pendant ce temps-là, en Californie, eh bien, je vais très vite aussi, mais retenez que, il y a une loi californienne,
qui voulaient considérer comme des salariés les chauffeurs, mais Uber a réagi, a fait une campagne, a mis un argent très important dans cette campagne et a gagné. Donc, je crois qu'on peut dire que Uber c'est Uber désormais qui écrit la loi. En Espagne, en revanche, il y a désormais une présomption de salariat pour les livreurs à domicile de repas. Au Royaume-Uni, on considère désormais les chauffeurs comme des travailleurs, un statut intermédiaire entre employés salariés et travailleurs indépendants. En Italie, il y a également eu une requalification. En France, nous avons eu de nombreuses tentatives qui ont été vouées à l'échec, mais ce qui est intéressant, c'est que la Commission européenne a lancé une consultation des partenaires sociaux, qu'un rapport a été voté par le Parlement et que le 9 décembre, la Commission a annoncé un projet de directive précisément pour améliorer les conditions de travail des personnes travaillant via une plateforme de travail numérique. Et je trouve que c'est une étape tout à fait importante. Je termine ce quatrième point en vous disant qu'évidemment, la question du numérique, elle est beaucoup plus large parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une extension de la surveillance et du contrôle grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est désormais utilisée pour recruter, gérer, évaluer et sanctionner les travailleurs. Vous savez qu'on parle de management par algorithme. Désormais, on a un humain qui est devenu l'appendice de la machine ou de l'algorithme et un certain nombre de personnes considèrent qu'il revient aux conventions collectives de prendre ces nouveaux défis en compte. Je passe à mon avant-dernier point, hein, la manière dont la crise du Covid a accéléré les évolutions. Vous savez qu'elle a révélé cette crise et exacerbé les inégalités sociales entre les statuts d'emploi, les conditions de vie et de santé, hein. On a constaté une surmortalité des travailleurs essentiels dans tous les pays, des femmes, des immigrés et des bas revenus en première ligne, des conditions et des possibilités de confinement radicalement différentes selon les classes sociales, des comorbidités qui étaient souvent liées aux conditions de vie, un fossé béant entre l'utilité sociale et la rémunération. Là, je vous montre l'étude de la DARES sur laquelle avait travaillé Christine Herel et Sophie Moreau-Follenfant. 4 600 000 travailleuses et travailleurs de la deuxième ligne, dont le revenu salarial annuel net est de 11 900 €, avec des pointes ou au moins des trous, hein, à 9 000, 8 000, vous voyez, 8 ou 9 000 €, c'est-à-dire des salaires extrêmement faibles. Je conseille toujours la lecture de ce remarquable 4 pages, Le travail et ses aménagements, ce que la pandémie de Covid-19 a changé pour les Français, une étude de l'INED, hein, la fameuse enquête Coconel passée auprès de 2 000 personnes, avec, qui a été suivie d'un livre intitulé «L'explosion des inégalités», dont j'avais fait la préface, un livre très, très intéressant qui nous montre les classes, les genres et les générations face à la crise sanitaire. Les points sur lesquels je veux revenir très rapidement, hein, c'est que on a eu un très gros fossé entre les professions, avec des professions qui ont vu leur activité se réduire massivement, les ouvriers qualifiés et non qualifiés, les employés de commerce, les employés des services directs aux particuliers. Et cette idée désormais bien documentée que c'est pour les femmes que la situation s'est le plus nettement détériorée. Le fait que les femmes avaient beaucoup moins accès à une pièce spécifique dédiée au travail. Vous voyez, 29 des femmes cadres qui disposaient d'une pièce spécifique dédiée au travail contre 47 des hommes cadres, et de très fortes inégalités avec des risques accrus de polarisation entre cadres et non cadres, CDI et non CDI, qualifiés et non qualifiés. Et évidemment, à un moment où on parle du télétravail et où certains souhaiterait que le télétravail se diffuse encore plus, je crois qu'il faut qu'on rappelle que le confinement, il a accéléré en effet, il nous a fait passer une étape déterminante, hein, dans le déploiement du numérique, hein, et du télétravail, avec ses avantages et ses inconvénients, hein. Les avantages, on les connaît, c'est le gain de temps, la moindre fatigue, le gain pour l'environnement, la meilleure conciliation, voire la meilleure concentration. Mais les inconvénients sont nombreux également, hein, puisque vous savez que, heu,
ça dépend de la configuration familiale, hein. On a parlé de surcharge domestique et familiale pour les femmes, de véritable régression. Ça dépend du logement et de la disponibilité d'une pièce dédiée pour le télétravail. On a constaté un énorme débordement du travail sur la vie privée. Il y a un fort risque d'isolement des travailleurs, notamment face aux demandes de la hiérarchie, une charge de travail qui est difficilement mesurable, une perte de lien social, l'absence d'aide des collègues, moins de soutien et surtout un risque de tâcheronisation, là encore, du travail, avec un scénario noir, hein. Le scénario noir qui serait celui où le télétravail serait généralisé, où les entreprises vendraient leurs bureaux, passeraient une partie des personnes en flex office, et où on risquerait de connaître une nouvelle vague de délocalisation et de mise en concurrence des compétences, cette fois-ci au niveau mondial, et ça serait la fin de l'entreprise et la fin du salariat. Alors j'en arrive à ce que je voulais quand même développer au cœur de notre réflexion, hein. Une fois qu'on s'est dit tout ça, quel scénario pour l'avenir du travail? J'ai arbitrairement distingué 3 scénarios, qui pourraient d'ailleurs se déployer en même temps, mais pour l'intérêt et la facilité de l'exposition, je les ai distingués. Et si vous voulez, ce que je me suis demandé, c'est quel est celui des 3 scénarios que je vais vous présenter qui serait le plus apte à nous aider à résoudre la crise de l'emploi et la crise du travail dont je vous ai parlé. Le scénario 1, je l'ai intitulé «Le démantèlement du droit du travail et la flexibilité». C'est un scénario dans lequel ce qui est soutenu, c'est qu'on va supprimer les obstacles à la création d'emplois et donc on va pouvoir créer beaucoup d'emplois. C'est la thèse que soutient l'OCDE depuis 1990. Alors, l'OCDE ne soutient plus cette thèse aujourd'hui. L'OCDE a beaucoup changé. Il y a toujours eu des conflits, des tensions au sein de l'OCDE. Évidemment, en 1990, c'était la grande époque où l'OCDE faisait du benchmarking entre les pays, où elle soutenait des indices comme, où étaient produits des indices comme Doing Business, où la facilité à licencier constituait l'un des critères de performance. L'idée sous-jacente, c'est que le chômage était causé par de mauvaises institutions et parmi les institutions, il y a le SMIC, les syndicats ou encore la législation protectrice de l'emploi. Et l'idée, c'était que les règles entravent l'allocation naturelle des emplois et donc il faut supprimer ou adapter les règles. Il me semble que ce scénario n'est pas le bon. C'est-à-dire que ce scénario, il ne nous permet ni de créer d'emplois, c'est ce qu'on a vu généralement dans tous les pays qui ont mis en place ce type de politique, hein, avec une facilitation du licenciement. Bah, ils n'ont pas créé d'emplois et en plus, ils ont abouti à une dégradation des conditions de travail. Pourquoi? Parce que les rapports de force étaient déséquilibrés, que les salariés avaient perdu leur pouvoir de négociation et qu'on avait une mise en compétition des législations nationales du travail qui tirait tout le monde vers le bas. Donc ce scénario numéro un, il ne me semble pas le scénario désirable puisque vous réfléchissez sur les scénarios désirables. Il y a un deuxième scénario, j'en ai parlé un petit peu, hein, c'est celui que j'ai appelé le scénario de la révolution technologique. Il est soutenu par un certain nombre d'ouvrages, notamment 2 ouvrages importants, celui du MIT. Alors je dis important parce qu'ils ont eu beaucoup d'audience mondiale. Le scénario de 2 chercheurs du MIT qui ont écrit en 2012 Race Against the Machine et surtout le fameux article qui à l'époque avait vraiment provoqué une inquiétude mondiale, hein, l'article des 2 chercheurs d'Oxford, Frey et Osborne, qui dans The Future of Employment avaient soutenu l'idée que 47% des emplois seraient supprimés aux États-Unis dans la décennie à venir. Et cette étude avait été copiée dans le monde entier et on avait trouvé, comme par hasard, exactement les mêmes résultats. Que disent ces ouvrages? C'est que les nouvelles technologies détruisent irréversiblement l'emploi, que la thèse de Rifkin, la fin du travail, est confirmée et surtout que c'est une bonne nouvelle, que le travail, alors le travail qui restera, hein, il y aura moins de travail, mais il sera de plus en plus agréable, il sera de plus en plus collaboratif. C'est la fin, nous dit-on, des organisations hiérarchiques et du salariat.
Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour ces personnes. La création de valeur, nous dit-on, va désormais se faire au sein de plateformes où les consommateurs vont co-construire le produit, hein, on va faire du coworking, du crowdsourcing. Et ce qui est intéressant, c'est que ce scénario, il rejoint le premier en soutenant que les règles qui encadrent le marché du travail entravent le processus de destruction créatrice et donc doivent aussi être supprimées, hein. Finalement, chacun doit devenir son propre manager, son propre employeur et responsable de sa carrière. Alors évidemment, il y a énormément de limites à cette conception, hein. D'abord, comme vous le savez, après l'enquête de Frey de le pas l'enquête justement, l'étude de Frey Osborne, elle a été très fortement critiquée et les résultats sur la création d'emplois sont extrêmement controversés. Si on regarde en rétrospective sur les 150 dernières années, hein, on s'aperçoit quand même que l'innovation s'est accompagnée de création d'emplois. Il y avait un fameux rapport Nora Mink en 1978 sur l'informatisation de la société qui avait prévu la fin de la création d'emplois dans les services, qui sont tout simplement passés de 57% à 80% de l'emploi entre 1980 et aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui se moquent de ce genre de prospective, hein. Et donc, je vous disais, on a reproché à Frey et Osborne d'être resté très abstrait, d'avoir fait du travail en chambre et d'avoir été incapable de faire de véritables enquêtes et d'avoir pris en compte le contexte organisationnel et les tâches invisibles. Tout se passe comme si on avait eu comme ça dans les années 2010 une sorte de retour de la vision enchantée de la nouvelle économie, hein, avec un très fort déterminisme technologique, comme si tout ce qui est possible devait être réalisé, alors que quand même le travail est encore largement matériel, humain, taylorien, hiérarchique. Et je vous disais, il y a eu plein d'études, dont une étude allemande publiée en 2016 qui a montré que c'était sans doute plutôt 9% et non pas 47% des emplois qui risquaient d'être automatisés dans 10 à 20 ans. Mais tout de même, hein, tout de même, cette enquête a indiqué que 50% des emplois étaient appelés à être transformés. Et puis évidemment, mais ça, on l'a développé tout à l'heure, hein, ce scénario, il porte de très forts risques de déshumanisation du travail, des risques de plateformisation, de retaylorisation du travail et de retour au tâcheronnat. C'est pour ça que mon préféré, et me semble-t-il le scénario le plus désirable, c'est celui que j'ai intitulé le scénario de la reconversion écologique, qui consiste tout simplement à prendre au sérieux tout ce qu'on nous raconte, tous les rapports du GIEC, toutes ces informations qui nous parviennent maintenant de façon de plus en plus intense et de plus en plus inquiétante, hein. Donc, il consiste à prendre en compte la contrainte écologique et la nécessité de prendre soin des ressources naturelles et humaines. Donc, ce scénario, pour moi, c'est le scénario vert et rose à la fois. Pourquoi? Bah, parce que je vous disais, j'essaye de voir quel est le scénario qui va nous permettre de répondre à la crise de l'emploi et à la crise du travail. Il me paraît que, ce scénario devrait nous permettre de renouer avec le plein emploi, notamment les emplois de la reconversion écologique, hein. Bah, les études, on en a quand même, maintenant de plus en plus. Il y a eu les études de Philippe Quirion, il y a eu les études de l'ADEME, les études du WWF. Ces études, elles montrent que la transition écologique devrait créer des emplois. Bon, il y a eu très récemment la sortie du rapport de France Stratégie, la prospective des métiers et des qualifications, qui fait une variante stratégie nationale bas carbone et qui nous dit que cette stratégie pourrait créer 200 000 emplois à l'horizon 2030. L'ADEME, elle, a plutôt proposé 600 000 emplois. Le WWF a proposé 2 millions d'emplois. Évidemment, tout ça va dépendre du montant d'investissement que nous allons pouvoir investir dans les secteurs. Mais ce qu'on peut dire, hein, c'est que nous aurons besoin de plus de travail humain dans le BTP pour la rénovation thermique, dans les transports pour de nouvelles infrastructures de transport, dans l'agriculture, une agriculture qu'il faut changer radicalement, dans l'artisanat, l'industrie, le recyclage et la réparation. Je vous ai mis ici le graphique de l'ADEME qui donc a été publié en 2020 et qui nous montre le nombre d'emplois qui pourraient être créés à l'horizon 2030, donc un peu plus de 600 000, et dans quel secteur il pourrait l'être. Alors tout ça pose évidemment énormément de questions, hein. Quels emplois? Où vont être créés, ces emplois? Quels vont être les dispositifs d'accompagnement pour assurer une transition juste? Quelles garanties d'emploi pourra-t-on mettre en évidence? Vous savez que,
moi, c'est aussi pour ça que je parle de reconversion écologique, parce que je pense qu'il faut à la fois une conversion des mentalités, des paradigmes, des indicateurs, mais aussi qu'on va avoir affaire tout simplement à des reconversions industrielles qu'il faudra anticiper et accompagner. Alors, je trouve qu'on a de plus en plus de travaux aujourd'hui, alors qui donnent des résultats différents, mais qu'il nous faut regarder, hein. Il y a eu très récemment à la fois, donc je disais, la sortie du rapport de France Stratégie prospective des métiers et des qualifications, et le rapport, le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, qui donne des résultats et des chiffres radicalement différents, hein. Par exemple, le Shift Project nous dit qu'il va falloir créer 500 000 emplois dans l'agriculture. Mais en revanche, il pense qu'il y aura moins d'emplois dans le bâtiment, parce qu'il faudra, d'une certaine manière, réduire le nombre de maisons individuelles à construire. Bref, tout ça pose d'énormes questions d'aménagement du territoire, hein. Où doit-on rénover? Est-ce qu'on doit rénover tous les bâtiments? Où doit-on installer les nouveaux emplois? Quelle répartition des emplois sur le territoire? Qu'est-ce que nous allons faire de la métropolisation? Est-ce qu'il faut désintensifier les grandes villes? Voilà, et il me semble qu'on est face à un choix aujourd'hui, soit le choix, je disais, du scénario numéro 2, qui est le scénario en quelque sorte du tout numérique et qui va dans le sens du développement du télétravail, beaucoup de télétravail, mais ce scénario de la révolution technologique et du télétravail, il risque d'entraîner une énorme polarisation, parce qu'évidemment, il y aura toujours des gens qui ne pourront pas télétravailler. Et il me semble que l'autre scénario, le scénario de la reconversion écologique, beaucoup plus raisonnable, il consiste finalement à profondément réaménager le territoire, tout simplement en remettant, alors je dis tout simplement, tout en sachant que ce n'est pas simple du tout, que c'est un gigantesque chantier, il consiste à remettre de l'activité et de l'emploi dans les villes petites et moyennes, c'est-à-dire qu'au lieu de faire du télétravail, on remettra, on rapprochera le travail du domicile des personnes. Et tout cela doit s'accompagner, bien sûr, et c'est pour ça que j'appelle ce scénario vert le scénario rose aussi. Il devrait nous permettre de développer de nouvelles organisations du travail au niveau macro, méso et micro. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'au niveau macro, il faut rompre avec l'actuelle division internationale du travail et re-régionaliser, relocaliser un grand nombre de productions. Au niveau méso, ça veut dire que on peut espérer organiser les entreprises autrement et au niveau micro, de ce fait, développer un nouveau rapport au travail. Et c'est mon dernier slide, je vous rassure, ma dernière slide. C'est ce que nous racontons en effet dans ce bouquin, le manifeste travail démocratisé, démarchandisé, dépollué. La thèse que nous développons, hein, c'est que la meilleure manière d'engager la reconversion écologique, que nous mettons sous ce terme de dépolluer, ça va être d'une part de démocratiser les entreprises. Là, nous reprenons et nous approfondissons les intuitions d'Isabelle Ferreras sur le fait qu'il faut aller encore plus loin que la codétermination à l'allemande. Il faut désormais organiser la parité de pouvoir entre les investisseurs en travail et les apporteurs de capital. Donc, Isabelle Ferreira s'appelle cela le bicamérisme, hein, deux chambres qui auraient les mêmes pouvoirs, qui choisiraient ensemble les dirigeants et qui auraient un droit de veto l'une sur l'autre. Ça, c'est pour la démocratisation. Et puis la démarchandisation, là, nous avons dans le livre un article de Pavlina Tcherneva qui nous raconte comment il faut mettre en place une garantie d'emploi, c'est-à-dire sortir de l'idée que le travail est une marchandise, hein, comme nous le suggérait déjà la déclaration de Philadelphie, mettre en place une garantie de l'emploi qui permettra de garantir à chacun un emploi décent. Et évidemment, nous appuyons sur l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée pour montrer combien cette expérimentation a été intéressante, combien elle a permis de redonner de l'utilité et de la dignité à un certain nombre de personnes. Et nous proposons d'aller plus loin. Voilà, je m'arrête ici. Vous pourrez me reprocher assez légitimement, me semble-t-il, de n'avoir pas assez parlé du futur, mais je ne suis pas sûre que je pouvais faire beaucoup mieux. Précisément, je vous disais, parce que je ne suis pas une prospectiviste de métier.
Vous avez déjà fait beaucoup, merci beaucoup Dominique, c'était extrêmement riche, je ne doute pas que ça va susciter énormément de discussions, donc merci infiniment. Avant peut-être de passer la parole à notre public pour des questions, peut-être en guise de conclusion, je voudrais vous demander, puisque l'idée de Positif Futur, c'est un petit peu de faire un récit de ce que pourrait être la vie dans un futur lointain, mais ça pourrait être aussi un peu moins lointain. Vous avez évoqué quelques idées de ce que pourrait être le scénario le plus positif selon vous du travail. On travaille plus près de chez soi, etc. En quelques mots, quelques grandes lignes, vous voyez comment le travail demain, si c'est dans la configuration idéale ou en tout cas positive? J'ai envie de m'appuyer, mais là encore, vous allez pouvoir me faire le reproche de me tourner trop vers le passé. Mais il y a un texte de Simone Veil dans L'Enracinement, qui est écrit en 1943, que j'aime beaucoup, dans lequel la philosophe, donc Simone Veil, décrit ce que pourrait être le travail s'il était justement, d'une certaine manière, libéré. Elle dit qu'on n'aurait plus besoin des grandes sociétés anonymes, que chacun serait propriétaire d'un morceau de terre et participerait à la vie de l'usine, que les journées de travail seraient réduites, que aller au travail serait une fête, qu'il y aurait beaucoup de place laissée à la formation. Bref, alors ça peut paraître réactionnaire, hein, puisque ça consiste tout simplement quand même à regarder vers le passé, mais il me semble que cette idée qu'il faut rompre avec le gigantisme, avec d'énormes multinationales qui nous pilotent depuis des pays dont on ne connaît même pas les propriétaires, hein. Donc cette idée qu'il faut revenir vers de plus petites structures, peut-être des structures presque artisanales, avec des circuits courts. Hem, à l'intérieur, j'aime bien aussi ce que raconte Yves Cochet dans les biorégions, l'idée de biorégions susceptibles d'être autonomes, sinon autosuffisantes, hem, mais au moins qui puissent fabriquer leur énergie et être autonomes alimentairement. Ça me paraît intéressant. Mais vous voyez, il y a un chemin de crête, hein, il y a un chemin de crête sur lequel il faut vraiment rester pour ne pas tomber dans une vision presque réactionnaire de la société et puis pas risquer de se faire traiter d'amiche, hein, de retraiter, de voilà, retourner. Alors, ah bah voilà, vous voulez supprimer les voyages en avion. Bon, mais il y a quand même de ça. Je veux dire, il va falloir qu'on supprime des voyages en avion, qu'on supprime des SUV, il va falloir qu'on revienne à de la mobilité durable, il va falloir qu'on développe beaucoup plus de sobriété. C'est-à-dire, c'est pas parce que, d'accord, il y a on va essayer de se passer du gaz russe et bon, nous, on a de la chance, on a, je ne sais pas si on peut dire ça d'ailleurs, on a du nucléaire, mais ça suffira pas du tout. Donc, il faut absolument que maintenant, on développe un programme, un énorme programme de sobriété, exactement ce que voulait développer le futur président de la commission du marché commun, Siko Mansolt, juste après la publication du rapport Meadows en 72. Il avait été complètement bouleversé par la publication du rapport Meadows, comme plein de gens. Et il avait dit, il faut organiser en Europe une économie de la pénurie. Et qui l'en a empêché? D'une part, les responsables politiques qui ont crié à la folie, et un économiste, William Nordhaus, qui a dit que ce rapport Meadows, c'était rien du tout, qu'il fallait le jeter au panier, parce qu'ils avaient pas, bref, c'était pas des économistes, donc ils y connaissaient rien, et on a oublié le rapport Meadows et on a perdu 50 ans. Donc moi, ce que j'imagine, c'est en effet un travail, sans doute beaucoup plus de travail manuel, un travail peut-être, alors beaucoup plus de travail humain. Moi, j'ai toujours été en faveur de la réduction du temps de travail, mais je pense qu'il faut articuler réduction du temps de travail, c'est-à-dire partage du travail sur l'ensemble de la population en âge de travailler, et le fait qu'on aura besoin de plus de travail humain. Et là-dessus, je rejoins Jean Covici quand il dit qu'on va devoir se passer en fait de toutes ces machines qui sont hyper consommatrices d'énergie. Donc, va sans doute falloir réduire les appendices machiniques du travail. Il va falloir plus de travail humain, plus de travail manuel, plus de circuits courts, plus de mobilité par la marche et le vélo, et peut-être au sein de structures plus petites et plus démocratiques. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que c'est le genre de vision qui peut susciter l'intérêt, l'attrait et peut-être mobiliser. Je vois qu'il y a déjà des demandes
intervention. En fait, les deux responsables organisateurs de l'initiative Positive Future, le président de la Fondation 2100 et le directeur de l'Institut d'études avancées de Paris. Donc, je vais vous donner la parole. Pour les autres à suivre, je vous invite à lever votre main en cliquant en bas de votre écran sur réaction. Vous avez la possibilité de lever la main et ça vous permettra de vous mettre en file d'attente. Roselyne, je vous vois dans la file. Je vais donner la parole à ceux qui l'ont demandé en premier, donc dans l'ordre. Sally Lalou. Oui, Dominique, merci beaucoup. C'était super clair et passionnant. Et oui, il faut rappeler que le rapport Meadows, même si on a dit beaucoup de choses sur son irréalisme au début, nous sommes exactement sur la courbe business as usual et pour toutes les formes de consommation. Et ça a été vérifié avec les statistiques des Nations Unies, etc. 2 fois déjà. Alors, ce que j'entends, moi, c'est il faut changer d'échelle, c'est-à-dire renoncer aux économies d'échelle et revenir à des choses de dimension plus petite, donc arrêter la croissance, évidemment, ça on le sait depuis 72. Et je dis, c'est parce que tu nous as parlé du travail, en fait, ça coïncide aussi avec un système de régulation démocratique qui marche mieux à petite échelle qu'à grande échelle, parce que ça, c'est aussi une des difficultés qu'on a. On s'aperçoit de la limite de la capacité des États-nations à réguler des systèmes qui sont trop complexes. Donc, on a ça. Et alors, moi, je pense que c'est effectivement vers ça qu'il faut aller. La question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce qu'on fait du numérique? Est-ce qu'on pourrait s'en sortir simplement en relocalisant Internet, c'est-à-dire en utilisant ces techniques-là, mais en faisant que d'abord ça soit plus anonyme et que ça soit utilisé localement. Est-ce que ça serait une voie qui permettrait d'utiliser le dynamisme des gens qui croient à ça sans pour autant qu'on aille encore dans la recherche d'économies d'échelle et de choses qui sont finalement délirantes? Oui, c'est une vaste question. C'est toujours difficile de revenir en arrière, hein. Je ne vois pas comment on pourrait aujourd'hui, sauf si on y est obligé, s'en passer. Mais on voit bien quand même les menaces qui pèsent, hein. Alors on nous dit un jour qu'on va nous couper les câbles, on est quand même là encore hyper dépendant. Regardez comment maintenant, quand on cherche un lieu, on regarde uniquement sur notre GPS et on a perdu complètement nos autres capacités à nous orienter avec une carte routière et cetera. Et moi ma crainte, enfin, je veux dire, c'est encore des choses qui reposent sur l'électricité, quoi. Et malheureusement, bah, il va falloir, me semble-t-il, hein, j'ai pas parlé des scénarios de l'ADEME, le scénario, transition 2050 que je trouve super intéressant parce que en gros, les 2 premiers scénarios qui sont malheureusement ceux, qu'on doit adopter, me semble-t-il, hein, c'est des scénarios qui sont fondés sur la sobriété et sur une partie de rationnement. Rationnement, quotas, carte carbone et cetera. Donc à mon avis, on va être obligé, de se passer un peu de numérique si jamais on a des espèces de quotas à respecter. Relocaliser. Il ne faut pas oublier, enfin, il y a d'une part la consommation d'électricité, d'autre part les émissions de gaz à effet de serre avec le numérique. On sait très bien que ça chauffe, ça émet, et cetera. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas répondre à cette question. Je pense que comme des tas d'autres choses, il va falloir limiter l'augmentation, limiter l'accroissement, limiter la diffusion. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait, encore les outils politiques et même, la capacité pratique de le faire. Je ne vois pas comme les gens vont hurler, au crime, contre la liberté et donc ça me paraît de toute façon, tout ce qu'on vient de se dire là à la fin, me paraît très, très, très difficile à mettre en œuvre. Susceptible d'être mis en œuvre uniquement par, des contraintes très fortes, comme ce qui est en train de se passer là en ce moment, qui nous donne vraiment un bel exemple. Mais, je ne suis pas sûre qu'on soit suffisamment sage pour le faire de nous-mêmes. Merci. Jean-Éric, Aubert. Oui, merci beaucoup. J'ai trouvé cet exposé superbe. Merci infiniment, à la fois sur le retour historique et la projection vers l'avenir. J'ai été intéressé par le troisième scénario qui résonne avec le concours Positif Futur que nous avons fait l'année dernière autour de la ville en 2100. Et en fait, une majorité des œuvres qui ont été proposées, qui ont été plus de 300,
tourner autour de cette idée de retour, d'une certaine manière, à la nature, tout en tirant parti des progrès de la technologie et d'être face aux contraintes aussi par rapport auxquelles on se trouve aujourd'hui, et aussi, pour une certaine manière, arriver à réinventer une forme de gouvernance et de démocratie. Donc, Ouais. il y a une résonance, je dirais, avec la projection que vous avez présentée et ce que nous avons eu l'année dernière, provenant de plusieurs centaines de personnes, en majorité plutôt des jeunes. Alors, la question néanmoins qui se pose, c'est dans ce scénario qui est au fond auquel on peut tout à fait adhérer, est-ce que on a en France une vraie capacité au fond à s'embarquer dans un tel scénario? Est-ce que les contraintes qui font qu'on a gardé un taux de chômage important et qu'on a du mal à le réduire, et je souscris aussi à votre scepticisme par rapport à ce qu'on observe depuis simplement 1 ou 2 ans, avec toutes les rigidités qu'on connaît de la société française, est-ce qu'on est vraiment capable de tirer parti au maximum de cette opportunité que vous avez évoquée? Et ça me renvoie à une des premières statistiques que vous avez présentées, où les 2 pays qui considéraient que le travail, c'est pas important, c'est les 2 pays pour lesquels c'est le moins important, c'est les 2 pays où il y a la plus grande flexibilité pour le travail. Soit le Danemark, avec ce qu'on connaît de la flexibilité imposée d'une certaine manière, mais avec un appui de soutien social important, ou l'Angleterre, où là, on connaît que c'est effectivement un système complètement dérégulé. Autrement dit, plus il est facile de retrouver du travail, moins c'est important dans l'esprit des personnes. Alors, ça m'amène finalement à la question suivante. Est-ce que les rigidités de la société française sont telles qu'on risque finalement de ne pas pouvoir s'embarquer dans le joli scénario rose que vous avez présenté? Merci pour cette réaction et cette question. Je commence par la fin. Bon, les corrélations, on peut faire dire beaucoup de choses on peut leur faire dire beaucoup de choses. Alors, vous faites une corrélation entre faible importance accordée au travail et haut degré de flexibilité. J'ai envie de vous rétorquer, de vous répondre avec l'exemple des États-Unis. Haute flexibilité, haute importance accordée au travail. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit ça la bonne corrélation. Pour moi, la vraie corrélation, enfin, la vraie opposition entre France d'un côté et Danemark, Grande-Bretagne de l'autre, c'est la question du statut social. C'est-à-dire, en France, le travail est très important parce qu'il dit qui vous êtes. C'est vraiment un des emblèmes, un des symboles du statut social. Ce qui est absolument pas le cas au Danemark et en Angleterre, où la fluidité, alors là, pour le coup, la fluidité sociale est plus grande, il y a un plus grand pragmatisme, on va travailler très tôt, et les études qu'on fait ne reflètent pas nécessairement votre place dans la société. Alors après, en revanche, je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites que ça va être difficile. Peut-être, alors je dirais moins à cause de nos rigidités, qu'à cause de la croyance de nos élites, et j'emploie ce terme d'élite avec beaucoup de précaution, je n'aime pas du tout, mais disons à cause de la croyance de nos responsables politiques et économiques dans les vertus du libre-échange encore. C'est-à-dire, nos dirigeants, ils continuent à croire fondamentalement dans l'importance du commerce comme vecteur de paix, hein, c'est du Montesquieu. Et donc chaque fois que vous dites qu'il va falloir un petit peu réduire, ah non, il vous dit: «Ah, vous allez retourner 2000 ans en arrière, vous retournez au Moyen Âge». Et puis ils sont absolument pas prêts à parler de décroissance ou de post-croissance. Pour eux, c'est épouvantable, épouvantable. Donc oui, il y a des résistances et à mon avis, les résistances viennent plutôt des responsables politiques et économiques, que des rigidités, dans le domaine du travail.